Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, des réformes radicales pour éviter l'implosion. La ligne d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien qui se veut réformateur. Fin du monopole d'État dans des secteurs clés de l'économie. Main tendue vers les ethnies qui s'estiment marginalisées par le pouvoir central. Geste d'apaisement également vis-à-vis de l'Érythrée afin de résoudre le contentieux frontalier. Une rencontre avec le président érythréen Isaias Afewerki est d'ailleurs attendu dans les prochains jours. Un vent nouveau est-il en train de souffler sur l'Éthiopie? Abiy Ahmed, nouvel espoir pour ce pays en quête de réforme? Je poserai la question à mes invités. Puis l'industrie du tourisme, pilier des économies africaines. Le secteur pèse 8% dans le PIB. Industrie aux 20 millions d'emplois à travers tout le continent. À suivre également la lutte contre le paludisme. Le nombre de cas diminue depuis 15 ans, mais des progrès partiels, des disparités. Alors que dans certains pays, les questions d'éradication possible au cours des prochaines années dans d'autres, la maladie continue de faire des ravages. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, M. Adama Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie. À mes côtés également M. Jean-Pierre Dognon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en musicologie également, l'auteur de Désolé Madame, j'épouse mon portable aux éditions Monde Global. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Malgré l'attaque qui semblerait-il le viser, le 23 juin, Abiy Ahmed annonce le maintien des réformes engagées. Libéralisation de pans entiers de l'économie, une possible révision de la Constitution qui est depuis 20 ans basée sur le fédéralisme ethnique, mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité avec son voisin l'Érythrée, des réformes attendues depuis des années mais décriées par l'establishment. Quoi qu'il en soit, celui qui a 14 ans avait déjà rejoint la lutte armée contre le régime du dergue de l'irréductible colonel Mengistu Haïlé Mariam, dit poursuivre sur sa lancée. Adizatou Badawi. En Éthiopie, l'élite tigréenne a longtemps contrôlé les leviers de l'économie et de l'appareil sécuritaire. En juin dernier, la garde présidentielle a été restructurée et aucun Tigréen n'en faisait partie. Selon certains observateurs, l'attaque à la grenade du 27 juin pourrait être le résultat des réformes entreprises par le Premier ministre Abiy Ahmed qui ne font pas l'unanimité. La position du nouveau Premier ministre est de nature à susciter des formes de représailles. D'autre part, on a aussi des perspectives de paix qui vont avec de nouvelles perspectives économiques. De l'accès au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, l'on a assisté à la libération partielle de l'économie, la remise en liberté des dissidents politiques et l'ouverture au dialogue avec les pays voisins, notamment l'Érythrée. Le conflit avec l'Érythrée coûte énormément du point de vue déjà des dépenses militaires, également du point de vue de l'image, sachant que le régime érythréen est lui également dans une impasse. Donc il y a sans doute une volonté de la part du Premier ministre Abiy Ahmed de redonner des signaux positifs. Malgré l'attaque à la grenade du 27 juin 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed poursuit ses réformes. Jeudi 5 juillet prochain, le patron de l'exécutif éthiopien rencontrera le président érythréen Isaias Afewerki. Alors, en à peine 2 mois seulement, ce sont des réformes, des changements en profondeur qui ont été opérés par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. On a parlé tout à l'heure, on l'a vu aussi dans le reportage, libéralisation de pans entiers de l'économie. Il envisage également de réformer la Constitution qui est bloquée depuis plus de 20 ans autour de ce fédéralisme ethnique. Également cette main tendue envers le voisin érythréen qui depuis de nombreuses années sont dans des problématiques au niveau de leurs frontières. Alors le Premier ministre Abiy Ahmed, quelqu'un qui se veut réformateur, il est jeune, il a 41 ans, il est passé par plusieurs universités au Royaume-Uni et également aux États-Unis. On l'a dit également en début d'émission, voilà, depuis tout jeune, il est engagé dans les mouvements révolutionnaires, notamment à l'époque pour combattre l'ancien régime du président Mengistu Haïlé Mariam. C'est quelqu'un qui tranche véritablement avec, déjà de par ses origines, mais aussi par la ligne qui vient d'impulser en à peine quelques mois en Éthiopie. Monsieur Coulibaly. Ah oui, on peut dire ça, oui, et c'est même très exactement cela.
Parce que, bon, il faut dire, je suis très heureux parce qu'il a fait une thèse en philosophie sur justement la sécurité et la paix. Donc c'est un profil qui ne m'étonne pas s'agissant par exemple de la rencontre avec l'Érythrée, le responsable de l'Érythrée qui va avoir lieu bientôt. Je pense que c'est un personnage atypique par rapport à ce qu'on a vu depuis ces 20 dernières années. D'abord, il représente quand même une communauté qui a été longtemps écartée du pouvoir. Ensuite, il a pu, lui, de par son parcours personnel, il connaît beaucoup d'autres communautés érythréennes. Donc voilà 20 ans que l'Éthiopie a trouvé son équilibre avec une constitution qui était certes ce qu'on connaît, qui était assez sévère. Il y a une étape, il me semble, d'après lui, qui est passée. Maintenant, il libéralise. Ça me fait penser d'ailleurs à ce qui s'est passé à Deng Xiaoping, à un moment donné, toute proportion gardée, en Chine. Et je pense que l'économie éthiopienne, qui est quand même très dynamique, et malgré tout, a besoin peut-être, on verra bien à l'usage, a besoin d'une libéralisation. Cette libéralisation économique, on le voit bien, comment dirais-je, va de pair avec ce qu'il entreprend et une sorte de libéralisation aussi, de pacification des relations avec l'Érythrée. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, il me semble. Et Jean-Pierre Dognon, sur ces réformes. Il faut ajouter qu'il faut en fait dire que Abiy Ahmed est le premier Oromo de l'ethnie majoritaire du pays à obtenir le poste de Premier ministre. Il a le soutien de la population à la base, même si il ne faut pas oublier que nous sommes en Éthiopie, que l'Éthiopie est indépendante depuis 1993 et que depuis 1994... l'Érythrée. L'Érythrée, pardon. Oui. Et que depuis 1994, il y a une guerre sans fin et que depuis 3 ans, cette guerre s'est perpétuée, ce qui fait qu'aujourd'hui, il arrive à ce niveau-là. Il a promis la démocratie, il a promis le changement et il ne fait que suivre sa politique de base, celle qui consiste en fait à mettre de la clairvoyance dans la gestion du pouvoir politique, ce qui passe par en quelque sorte la libéralisation du pouvoir économique, comme on le disait bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui est dans ses bottes, qui suit sa philosophie de base et sa politique, ce qu'il a promis. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de l'en vouloir. Évidemment, ce n'est pas facile de trancher avec un modèle politique d'une gestion de 30 ans, basé sur une seule ethnie. Il ne faut pas oublier qu'en Éthiopie, c'est un modèle politique basé sur le modèle soviétique à la base, et qui privilégie l'ethnie au pouvoir. Donc, quand vous avez connu des partis politiques où une gestion est assez monotone et que du jour au lendemain, quelqu'un vient et vous privilégie et commence à parler du changement, évidemment que ce n'est pas bien vu, évidemment que ça ne s'entend pas bien. Donc, a priori, ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie dénote de tout cela. Du coup, moi, je pense qu'il est dans sa logique de base. C'est ce qu'il a promis qu'il est en train de faire. Et voilà. Alors, vous venez de le dire très très bien. On assiste donc aujourd'hui à, d'un côté, l'establishment et puis de l'autre, le clan des réformistes. Adama Coulibaly. Oui, c'est peut-être ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même un pur produit, ce Premier ministre-là, de ce que l'Éthiopie peut représenter aujourd'hui. Parce que, comme je disais tantôt, il est Oromo, c'est vrai, mais il a pris le Tigréen, par exemple. Il a été militaire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Érythrée. Et il fallait peut-être quelqu'un d'une telle envergure, au niveau national, pour pouvoir oser entreprendre peut-être des réformes qui s'imposent. Ce n'est pas à nous d'indiquer aux Érythréens et aux Éthiopiens ce qu'il faut faire. Effectivement, on peut dire qu'il y a d'un côté ceux qui pensent qu'il faut des réformes et qui ont le courage d'entreprendre ça. Et je pense que sa personnalité, sa forte personnalité, sa personnalité qui est acceptée par plusieurs communautés, permet peut-être de faire passer ces réformes. Mais on a bien vu, il y a quand même des risques, il y a des résistances.
il y a des résistances. Et puis il y a des gens qui ont bien vécu, un peu, on le voit avec la bureaucratie aussi qui s'était installée en Union soviétique. Il y a des gens qui profitent de ces systèmes aussi depuis longtemps, qui n'entendent pas qu'il y ait un changement. Mais il est vrai aussi qu'en matière de libéralisation de l'économie, on sait que ce qui se passe, quand on se réfère au programme d'ajustement structurel qui ont concerné, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et beaucoup de pays africains ou d'Amérique latine, ou des pays d'Amérique latine, ça n'a pas du tout fait du bien aux pays africains. Donc, quand on parle de libéralisation économique, eh bien, les populations s'inquiètent à juste titre quand on prend, encore une fois, l'exemple que je viens de donner. Maintenant, c'est aux Éthiopiens aussi d'être suffisamment vigilants pour que cette libéralisation de l'économie, si elle crée des richesses, ces richesses-là ne soient pas entre les mains seulement d'une seule minorité, encore moins d'une ethnie. Et je pense que cette personnalité-là est peut-être un espoir pour que toutes les communautés et toutes les ethnies, moi je n'aime pas ce terme d'ethnie, et toutes les communautés puissent être prises sur le même pied d'égalité. Et qu'il y ait la paix dans la région et que ça rencontre peut-être, la rencontre des deux dirigeants permette peut-être à ce qu'il y ait la paix enfin en Érythrée. Parlant de la personnalité d'Ahmed Abiy, on sait c'est quelqu'un qui connaît l'environnement politique dans lequel il est. D'ailleurs, cet attentat très bien déjoué le prouve très bien. N'oublions pas qu'il a participé à la guerre fratricide qui a fait des milliers de morts entre 1998 et 2000. Donc, c'est pas un inconnu du milieu politique. C'est pas quelqu'un à qui on va apprendre aujourd'hui à faire la politique dans son environnement. Du coup, je pense qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait très bien ce qu'il entreprend. Et quand il parle de changement, évidemment, en mettant en avant la libéralisation du pouvoir économique, c'est parce qu'on sait aujourd'hui que la population en a besoin, puisque la démocratie passe aussi par là. Et il a promis la démocratie au peuple. L'attentat du 23 juin qui, semble-t-il, le viser directement montre ces poches justement d'opposition qu'il rencontre et qu'il pourrait rencontrer au cours des prochains mois. Alors on rappelle quand même, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais quand même il est survenu dans un contexte particulier, notamment dans le cadre de ces réformes. Oui. Donc ça peut montrer des poches de résistance par rapport à aux réformes qu'il veut entreprendre. C'est tout à fait possible. Attendons de voir un peu s'il y a des manifestations ou alors s'il y a encore d'autres tentatives, peut-être des sabotages aussi des réformes. On verra bien. Toujours est-il que c'est curieux, il est curieux que cet attentat-là intervienne au moment où il a annoncé et il semble vraiment décidé à aller jusqu'au bout des réformes. Mais moi, j'insiste sur le fait qu'il est possible que ces réformes soient... Quand je faisais le rapprochement avec les programmes d'ajustement structurel, la différence, c'est que ça, ce n'est pas quelque chose qui est imposé directement par les FMI, par les institutions. En tout cas, ça vient de l'intérieur. Ensuite, on a affaire à quelqu'un qui est militant, qui milite depuis l'âge de 15 ans. Et donc, qui a une expérience, une véritable expérience politique, qui a été dans l'armée aussi, qui s'est battu. Donc, je pense qu'autour de lui, il faut espérer qu'il y ait suffisamment de vigilance, suffisamment de force au plan politique, au plan militaire aussi, pour qu'il n'y ait pas de victimes, pas seulement lui, mais qu'il n'y ait pas de victimes, qu'il n'y ait pas d'attentats, et que les réformes se décident en concertation avec les populations, ça serait pas mal. Et même si cet attentat n'a pas été revendiqué, ça s'entend, ça se comprend. Il faut pas douter. Dans ce contexte particulier. Il ne faut pas douter du fait que l'ethnie au pouvoir depuis 1991 ne partage pas sa philosophie politique. Et quand vous avez dirigé depuis 1991, on sait le nombre d'années que cela fait, évidemment que vous contrôlez toutes les institutions, donc les militaires évidemment qui sont là depuis 1991 et qui aujourd'hui ne l'ont pas porté au pouvoir. Quand ils ne partagent pas ta philosophie, c'est que tu es inquiété. Du coup, cet attentat, évidemment, ne sera pas revendiqué, mais il y a de fortes raisons de croire que l'opposition composée des mêmes rangs qui l'entourent aujourd'hui, parce qu'il n'a pas encore le temps de mettre en place son environnement politique à lui propre. Tu ne peux pas changer quelque chose qui date de 1991, dont tu as été injecté, même si, évidemment, il connaît le système, comme je venais de le dire tout à l'heure, et qu'il n'est pas novice dans ce système-là. Il faut tout de même admettre que toutes les instances au pouvoir où toutes les institutions en fait du pouvoir sont encore concentrées dans la main de l'opposition
qui malheureusement le détient d'une certaine manière. Donc, on a intérêt en quelque sorte à veiller sur le fait qu'il n'y ait rien qui lui arrive, évidemment, parce qu'on connaît la politique africaine et sur le plan de politique politicienne, en fait. Finalement, les réformes qu'il veut, c'est véritablement la remise en question de tout un système. Peut-être la fin des privilèges, Adama Coulibaly. Et ça serait heureux. Ce serait heureux, parce qu'il faut quand même reconnaître que bon, l'Éthiopie, depuis la chute de l'empereur, a connu beaucoup de soubresauts, mais il y a quand même, le pays tient bon, tient debout quand même. Hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de communautés qui sont brimées. Je crois que peut-être que ces réformes sont nécessaires, et il les engage. Il va tenir, mais c'est clair que ça va toucher les privilèges de beaucoup d'apparatchiks, et ça ne fait pas plaisir. Et donc je partage ce point de vue qui est que beaucoup de gens vont se battre, sont prêts à tout, y compris à tuer, pour garder leurs privilèges. Donc dans tous les pays africains, on sera confronté aux mêmes préoccupations. Si jamais il y a des gens qui arrivent au pouvoir et qui veulent vraiment transformer l'économie, l'organisation de la société au profit des populations, il y aura toujours des résistances. Les privilégiés vont toujours faire en sorte de garder leurs privilèges. Et sans ces privilégiés, généralement, il y a les officiers supérieurs. On le voit dans toute l'Afrique, que ce soit au Maghreb ou dans les pays africains. Eh bien, c'est les bras armés de ceux qui tiennent l'économie en général. Bon, j'espère que s'il y a réforme, j'insiste là-dessus, j'espère que ces réformes-là iront dans le sens d'une dynamisation de l'économie, mais au profit des populations, de toutes les populations éthiopiennes. Je serais d'accord avec M. Adama Coulibaly sur ce point-là, que ce serait vraiment heureux qu'il y ait un assainissement en fait, politique, parce qu'il faut qu'on en finisse en Afrique avec ce clientélisme politique, ce favoritisme. Alors, est-ce que vous le sentez, vous, le Premier ministre éthiopien, déterminé à en finir avec ça? Depuis, en fait, quand on regarde son parcours, en fait, déjà, et depuis 14 ans, ça, quand on vient de le dire. Est-ce qu'il a été fait depuis 2 mois, en seulement 2 mois? Il a la volonté, et depuis 2 mois, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui a dit « je ferai » et qui est venu au pouvoir et qui a commencé à se départir de ce qu'il a dit. Ça se sent de suite, en fait, de certains hommes politiques qui changent rapidement de veste du jour au lendemain. Et ça fait 2 mois qu'il est là, ça fait 2 mois qu'il tient tête en quelque sorte à l'opposition et qu'il continue de prôner en fait sa philosophie. C'est quelqu'un qui a envie en fait d'imposer une philosophie de la gestion publique nouvelle, ce qui évidemment n'est pas partagé, ne sera jamais partagé par l'opposition. Donc évidemment que l'assainissement politique qui passe par la cession de ce clientélisme politique et en quelque sorte ce favoritisme du voisinage serait vraiment très bien pour l'Éthiopie en général et passons de là pour l'Afrique en fait, parce qu'on en a besoin en Afrique. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.